Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. On dit que choisir ce qui nous correspond, c'est porter son choix jusque dans le regard des autres. Dans cet épisode, nous recevons Sophie, notre toute première invitée à avoir choisi un projet d'accouchement à domicile. Originaire de Suisse, où les maisons de naissance sont intégrées à la culture comme une évidence, elle souhaitait initialement y donner naissance à son tour. Mais, en l'absence d'une structure de ce type près de chez elle en France, elle se tourne vers un projet d'accouchement à domicile qu'elle prépare avec conviction. Elle nous partage cette expérience intime et sereine, vécue dans la confiance de son corps, entourée des bonnes personnes. Elle nous confie la complexité parfois à porter un tel projet face à son entourage et combien il est important de se protéger. Elle évoque aussi la puissance du féminin, la force de toutes celles qui ont accouché avant elle, et la façon dont cet héritage l'a porté le jour J. Aujourd'hui, Sophie nous raconte son histoire. Bonjour Sophie. Bonjour Capucine. Bonjour Sophie, bienvenue à notre micro. Bonjour Julie. Merci infiniment d'avoir accepté de raconter ton accouchement physiologique aujourd'hui à notre micro. On est très contente de pouvoir recueillir ton récit exceptionnel. Mais avant de nous parler de ton expérience, est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi c'est Sophie, j'ai 38 ans, j'habite à Poitiers et je suis praticienne shiatsu depuis quelques années maintenant. J'ai un fils de 4 ans. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as donné naissance à ton fils ? J'ai donné naissance à mon fils à la maison, dans la maison familiale il y a 4 ans. Merci. Avant que tu nous expliques tout ça plus en détail, est-ce que tu peux nous expliquer à nos auditeurs ce qu'est un accouchement accompagné à domicile, avec tes mots bien sûr. Alors un accouchement accompagné à domicile, ça se passe avec une sage-femme. Donc certaines sages-femmes libérales décident de proposer des accouchements à domicile. Donc il y a juste un accompagnement de la sage-femme qui nous suit pendant la grossesse et qui sera là sur la fin de l'accouchement. Merci pour cette petite définition, merci de nous avoir éclairés. Aujourd'hui, on a fait le choix de t'inviter car t'es quelqu'un de particulier dans mon histoire. Outre le fait que tu sois ma belle-sœur, t'es aussi la personne qui m'a fait découvrir les maisons de naissance, qui a mis sur mon chemin des nouvelles possibilités d'accoucher et qui a mis en perspective ce que pouvait être un enfantement respectueux de la maman, du bébé et aussi du partenaire. Alors dans cet épisode, tu vas nous raconter ton histoire. On va pouvoir comprendre comment et pourquoi t'as finalement accouché à domicile, alors que, comme je viens de le dire, c'est toi qui me fais connaître les maisons de naissance. Et pour reprendre les choses depuis le début, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené, du coup, vers un accouchement à domicile ? Ça s'est fait petit à petit. Il faut savoir que moi, je suis tombée enceinte. Déjà, c'était une vraie surprise. Donc, c'était des questions sur lesquelles, je m'étais pas renseignée là-dessus. Je m'étais pas posé la question. La question de l'enfantement est venue sur le tas. Et ce qui m'a amenée à ça, c'est moi, je suis suisse. Et en Suisse, il y a beaucoup de maisons de naissance. Et en fait, il y avait beaucoup de femmes autour de moi qui avaient des grossesses sans problème, des grossesses sans suivi médical particulier, des grossesses qui se passaient très bien et des accouchements qui, assez régulièrement, étaient compliqués. Et c'était un questionnement quand même qui m'avait marqué. Je me disais, mais pourquoi en fait l'accouchement, est-ce que ça doit absolument être compliqué ? La plupart des femmes autour de moi vivaient des accouchements assez complexe. Et puis, j'ai des amis qui ont commencé à accoucher en maison de naissance. Et la plupart avaient accouché en hôpital et ont fait l'expérience de la maison de naissance. Et elles avaient un retour d'expérience qui était incomparable, vraiment. Et avec une expérience de la physiologie et une expérience aussi de cocooning et d'accouchement beaucoup plus doux, malgré le manque de péridurale, malgré une douleur qui est présente autrement.
Mais elles ressortaient de leurs accouchements émerveillées, vraiment. Il y avait quelque chose d'assez fort. Enfin, elle disait que c'était incomparable. Et le rapprochement avec son enfant, la proximité avec l'enfant, le fait de pouvoir être proche et le fait de pouvoir être seule aussi et de pouvoir profiter de son enfant après l'accouchement sans tout un système médical autour qui parfois a pu être oppressant lors de leurs accouchements précédents. Et puis du coup, en tombant enceinte, c'était une proposition de mon ex-compagnon. Spontanément, il m'a proposé de faire éventuellement un accouchement différent à domicile. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à l'accouchement à domicile, n'ayant pas de maison de naissance. En fait, je suis tombée enceinte et j'ai tout de suite eu ce rapport. Enfin, j'avais pas envie d'accoucher en hôpital. J'avais quelques craintes de l'accouchement à l'hôpital dues à ces retours en fait de femmes qui ont eu des accouchements un peu compliqués. Et puis j'ai hésité, je pensais à la maison de naissance et tout de suite je me suis dit est-ce que je retourne en Suisse? Est-ce qu'on organise un voyage en fait sur les derniers mois pour accoucher en Suisse? Parce qu'il y a pas de maison de naissance à Poitiers alentour. Et puis, je me souviens plus du tout, en fait, de par quelle info on a reçu cette proposition de mon ex-compagnon d'accoucher à domicile. On a dû recevoir une info, mais j'ai pas le souvenir de où. Et c'est vrai que sa proposition m'a surprise et c'est quelque chose à laquelle j'avais pas pensé. Et je me suis dit, bah oui, on peut tenter ça. Mais c'est venu assez tard, hein. Je devais être enceinte déjà de 3-4 mois. Ah oui. Et du coup, je lui ai répondu, bah oui, go, on y va, on tente ça. Donc il a fallu trouver une sage-femme. Oui, j'allais dire, parce que c'est périlleux de trouver une maison de naissance en France, mais c'est aussi périlleux de trouver une sage-femme pour faire de Oui, l'accouchement à domicile ouais, aussi. exactement. Et là, pareil, je me souviens plus comment on a trouvé la sage-femme. Je sais plus si on l'a cherchée via internet ou si c'était du bouche à oreille. Je sais plus du tout comment on est tombé dessus, mais on l'a contactée. Je devais être enceinte, franchement, de 4 ou 5 mois. C'était déjà pas mal avancé. Et elles ont des agendas qui sont très, très pris. Ouais. Et je me souviens, elle a dit, bah, moi, je veux bien vous prendre, mais j'ai besoin quand même de regarder la date, les dates d'accouchement. Et elle avait pas mal de dates d'accouchement qui se passaient à peu près au même moment. Finalement, elle a quand même accepté de nous prendre, ce qui était une très belle surprise. Et aussi parce que mon suivi médical s'est amélioré à partir de là. Parce qu'une chose que je ne savais pas aussi, c'est qu'en France, les généralistes peuvent faire de la gynécologie. Ça, c'est quelque chose qui, en Suisse, n'existe pas. Ok. Et j'ai appris ça en étant enceinte sur mes premiers mois de grossesse et du coup, comme il y avait un cabinet de généraliste à côté de chez moi, je me suis dit: «Bah, j'y vais». Il y avait une femme, je la rencontre et elle fait mes premiers suivis et c'était une expérience fort désagréable. Ah oui. Ok. Ouais. Oui, oui, c'était vraiment toucher vaginal à chaque rendez-vous. Ça a déclenché des peurs aussi. Oui. Ok. En début de grossesse, parce qu'on m'a tout de suite dit que j'avais le col qui était très bas, que j'avais le col qui s'était ramolli et qu'en gros, je devais plus prendre la voiture, je devais faire attention à plein de choses. Et puis, c'était quelqu'un qui était un peu brusque aussi Ouais. dans son approche, dans ses touchés. Enfin, c'était vraiment des rendez-vous qui étaient désagréables. Et t'as pas songé à changer de Si, personne, même avant de trouver ta sage-femme, je veux dire? si. J'en ai pas fait beaucoup, hein, j'en ai fait 2, je crois. Ok. Donc il y a le premier et le premier on se dit: «Bon, bah, on donne peut-être une Ouais. deuxième chance». Il y a eu le deuxième et puis après j'ai changé. Ok. Après, on a rencontré Isabelle, donc la sage-femme et puis son approche était complètement différente. Ses connaissances étaient impressionnantes et le contact est tout de suite très, très bien passé et c'était très rassurant. Tu nous as dit que initialement c'était ton ex-compagnon qui avait parlé d'un projet éventuel d'accouchement à domicile. Tu as finalement trouvé une sage-femme pour le faire. Et c'est chouette parce qu'on sait qu'elles sont plutôt rares sur le territoire. Mais tu nous as aussi expliqué que donc tu étais d'origine suisse, que c'était quelque chose qui était assez présent en Suisse, les maisons de naissance pour le coup. Et tu nous as expliqué ce qui avait amené tes amis à se diriger vers des maisons de naissance par rapport à ce qu'elles avaient vécu dans leurs accouchements précédents. De ce que je comprends, du coup, tout ça, ça se passe en Suisse. Oui. Est-ce que toi, après ton arrivée en France, tu as rencontré donc d'autres femmes, du coup, qui ont peut-être eu d'autres récits et d'autres vécus d'accouchement, que ce soit à domicile en France ou en hôpital? Est-ce que tu as observé des différences vraiment notables entre la façon de pratiquer ou de vivre une grossesse, un accouchement en Suisse et en France?
Tu nous as cité par exemple la différence entre la possibilité qu'un généraliste puisse faire des actes gynécologiques, mais est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être plus propres à l'accouchement ou au suivi de grossesse que tu as pu apprendre ou remarquer? Je vais essayer de pas dire de bêtises parce que c'est des infos, que je reçois quand même un peu au compte-gouttes. Je crois qu'en Suisse, il y a beaucoup plus d'échos Ok, sur la grossesse qu'en France. En France, il y en a 3, si je me souviens bien. ouais. Moi, Et j'en la ai fait datation 4. aussi au tout début. OK. Mais la datation n'est pas est moins dans le chemin. Il y a beaucoup de gens qui font pas la datation. Oui, oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est possible qu'on arrive à 4 avec une datation dans un parcours, on va dire, plus ou moins classique, s'il n'y a pas besoin de vérifier quoi que ce Mmh. soit de médical. Et en Suisse, les femmes enceintes sont suivies par les gynécologues, D'accord. je crois. Obligatoirement. Il y a pas possibilité d'avoir un suivi uniquement sage-femme Mais ou... je vais pas dire de bêtises parce que pour le coup, moi, j'ai vraiment vécu ma grossesse en France et il y a des infos que j'ai pas. Oui, bien sûr. Mais il me semble que c'est suivi par les gynécos, pas par les sages-femmes. C'est Je crois possible, que les ouais. sages-femmes arrivent après. D'accord. Et je me demandais aussi, est-ce que c'est possible d'accoucher à domicile en Suisse? Alors je ne sais pas. C'est vrai, je me suis pas renseignée dessus. Comme il y a pas mal de maisons de naissance, en fait, la question se pose moins. Oui. D'ailleurs, pour moi, la question ne se serait pas posée s'il y avait eu des maisons de naissance. Après avoir accouché à la maison, si c'était à refaire, je réaccoucherais à la maison et pas en maison de naissance. Mais à la base, je me serais pas posé la question d'accoucher à domicile si j'avais trouvé une maison de naissance. Oui. Ok, ouais. Et il y en a, quand tu dis il y en a beaucoup, comment tu qualifierais ça, peut-être en exemple? J'ai pas la quantité, j'ai pas le... Genre il y en avait près de chez toi quand tu y étais toi, par exemple? Mais par exemple, moi je viens d'une toute petite région. Je viens d'un petit canton suisse, il y a 70 000 habitants. Il y a un hôpital dans la capitale et la maison de naissance, mais il y avait une maison de naissance dans le village où vivait ma mère. D'accord. Donc c'est un village qui se trouve à 10 kilomètres de l'hôpital, un village de 2000 habitants. Et il y avait une maison de naissance dans ce village. C'est des maisons qui sont mises en place, je crois, par les sages-femmes, en fait, par des privés. Oui. C'est pas en lien à l'hôpital, c'est pas l'hôpital qui crée ça. Enfin, il y a pas de... OK. Elles font Ouais. ça indépendamment. Et puis après, bien sûr, s'il y a des complications, elles sont en contact avec l'hôpital. Oui, oui. En France aussi, c'est des groupes de sages-femmes libérales, mais elles ont un partenariat obligatoire Oui, avec l'hôpital. ouais. Et une proximité aussi. On est le seul pays européen, si je ne m'abuse, peut-être même mondial, à avoir cette contrainte de contiguïté actuellement. OK, ouais. Et c'est vrai que la question de l'accouchement à domicile, c'était une vraie question quand j'ai vu qu'il y avait pas de maison de naissance de disponible et que moi je n'y connaissais rien en accouchement à domicile. J'en avais pas entendu parler. Moi, c'était ma grand-mère qui accouchait à domicile. Ma Oui. grand-mère a accouché de ses 4 enfants à domicile chez elle. Mais comme c'est quelque chose d'inconnu, il y a quand même une petite retenue dès le départ avant de se lancer dedans et avant de s'intéresser vraiment à l'accouchement à domicile. De se dire: «Bah, OK, est-ce que je le fais? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est dangereux?» Est-ce que il y a de réels questionnements qui sont là quelque temps, pas si longtemps parce qu'on se renseigne assez vite. En fait, en se renseignant, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'accouchements à domicile dans le monde, Oui. dans des pays développés. Il y a même des accouchements par voie basse dans certains pays, des accouchements gémellaires, qui se font sans problème. Oui. Mais c'est vrai qu'en n'ayant pas la connaissance de ça, c'est effrayant. Et on s'en rend compte aussi après en parlant autour de nous. Les gens, la peur, on se ramasse en pleine face la peur des gens. J'allais te demander justement, quand vous en avez parlé à votre entourage, est-ce que vous avez senti, et toi peut-être plus particulièrement, du fait que ça a été ce que tu viens de dire, un espèce de cheminement, des questionnements, etc. Est-ce que vous vous êtes senti compris, soutenu par l'entourage ou, comme tu viens de le dire, c'était beaucoup rempli de peur ou de questions? C'est beaucoup rempli de peur et de questions. Après, les gens restent bienveillants et gentils. Ils essaient pas de faire changer d'avis, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questionnements. Et en fait, on est amené finalement à rassurer plus les autres que nous-mêmes sur l'accouchement. Eh oui, parce que comme tu dis, si tu es allé chercher l'info, finalement, toi, tu fais ton choix avec une certaine conscience. La personne qui reçoit l'idée d'un accouchement à domicile se pose les mêmes questions que toi, tu avais Oui, initialement, mais n'a pas encore, en fait, finalement,
les ressources et les informations que toi, t'es allé pêcher entre-temps, quoi. Oui, c'est ça. C'est une espèce de transfert d'informations. On va piocher les informations et on les passe aux autres. Donc voilà, on a des infos, il y a des statistiques, etc. Et ça les rassure. Et finalement, arrivé vers la fin de la grossesse, je crois que c'était OK pour tout le monde. Il y avait vraiment une écoute et une compréhension en fait de l'entourage. C'est plutôt du côté amical où c'était moins compris, Ah oui. parfois. Pas toujours, hein. C'est intéressant parce que amical, en général, c'est des gens plutôt de plus ou moins notre génération en général. Oui. Alors que familial, bon, le transgénérationnel, ça peut poser des questions, on va dire. Et puis le lien n'est pas le même. Alors je suis curieuse de savoir, est-ce que c'était des femmes, donc plus ou moins j'imagine de ta tranche d'âge, mais qui avaient déjà eu des enfants ou pas? Qui du coup avaient des peurs ou des incompréhensions? Certaines oui, d'autres non. Ah oui, c'était varié en fait. Ouais, c'était varié, ouais. Effectivement, il y avait beaucoup de réponses de femmes qui n'avaient pas eu d'enfants, qui disaient que de toute façon pour un premier accouchement, c'était plus sécure, de le faire il y a vraiment une grosse question de sécurité. Enfin, les gens Ouais. mettent vraiment en avant la question de la sécurité et ont l'impression de se mettre en danger Oui. réel s'ils devaient accoucher à la maison. Ouais. Eux et leurs enfants. Que la personne en ait oui, c'est ça, que la personne en ait enfin, c'est très bien que les femmes aient le choix d'accoucher où elles le souhaitent, mais que la personne se sente en sécurité parce qu'elle décide d'accoucher à l'hôpital, OK, mais remettre en cause vraiment la sécurité de l'accouchement à domicile, c'est autre chose, mais je pense que c'est une méconnaissance. Oui, très probablement. C'est quelque chose qui revient fréquemment dans nos interviews au sujet même des maisons de naissance, hein, du fait que c'est un équivalent de médicalisation que ce que propose une sage-femme à domicile, sauf que bah, tout est sur place, hein, c'est pas les sages-femmes qui vont à la maison. Et ce qu'on a tendance soit à entendre de nos invités, qu'elles soient sages-femmes ou parturientes, peu importe, mais finalement, nous, ce qu'on en retire et ce qu'on dit régulièrement avec Capucine, c'est que ce qui a tendance à faire que les choses se passent au mieux, c'est que la femme se sente en sécurité dans le lieu qu'elle a choisi, Oui, pas qu'on lui a imposé finalement. oui. Si elle se sent en sécurité, comme tu dis, en hôpital de type 3, mais c'est super. C'est ce dont elle a besoin. C'est ça qui va faire que du coup, elle sera sereine, tout comme toi, bah, finalement, tu as trouvé la sérénité chez toi ou d'autres peuvent le trouver en maison de naissance. Mais je trouvais ça intéressant, du coup, le retour sur les amis et surtout, j'aurais eu tendance à croire que c'était peut-être des femmes qui avaient eu des mauvaises expériences, qui auraient eu tendance à générer des peurs. Du coup, je suis surprise aussi que même des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants puissent avoir du mal à partager ce choix, tu vois? Comme tu le dis, finalement, à un niveau familial où, à un moment donné, ça se débloque et ça devient paisible, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant sur des points plus concrets? Vous avez donc trouvé Isabelle, cette sage-femme, qui a bien accepté de vous suivre pour un accouchement accompagné à domicile. Et ensuite, comment ça s'est déroulé? Tu as dit que tu l'as contactée vers le 4e ou 5e mois. Est-ce que tu peux nous dire en termes de fréquence de consultation, de déplacement, jusque un peu avant le terme, comment ça s'est goupillé? Est-ce que c'est vous qui alliez à son cabinet? Est-ce que c'est elle qui venait? Est-ce qu'à un moment donné, les choses se sont inversées? Et à peu près, combien de temps ça durait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Du coup, j'imagine que tu as eu une expérience différente avec elle de ce que tu nous disais par rapport à tes premiers rendez-vous avec la doctoresse qui t'a fait les premières consultations de gynéco. Donc, si tu peux nous donner une idée globale un peu de ton suivi, ça pourrait être intéressant. La sage-femme Isabelle se trouvait vers Tours. Donc nous, sur Poitiers, on faisait les allers-retours sur Tours pour se rendre à son domicile, là où se trouvait son cabinet. Et on a dû se voir environ 3 fois, je pense, avant l'accouchement. Peut-être 4, parce qu'il y a eu un rendez-vous d'urgence sur la fin. D'accord. Et puis, les rendez-vous, on passait bien 1 heure avec elle, je pense, à chaque fois. Elle vérifiait les battements de cœur du bébé. Elle a posé ses mains, enfin, elle prenait connaissance aussi, elle entrait un peu en contact avec le bébé, voir la manière dont il était placé, etc. Et après, elle passait beaucoup de temps avec nous. Enfin voilà, elle voulait savoir comment on se sentait vis-à-vis de l'accouchement à domicile. D'ailleurs, lors du premier rendez-vous, c'était rigolo parce qu'elle a posé la question, elle a demandé est-ce que si j'avais pas été là, tu aurais accouché toute seule à la maison chez toi? Mon ex-compagnon a répondu spontanément non. Et moi, j'ai répondu spontanément oui. Alors qu'à la base, j'avais pas prévu l'accouchement à domicile, mais à force de me renseigner dessus, en fait, ouais, j'étais partie sur un truc où moi, je ne voulais plus du tout accoucher à l'hôpital. OK. Et pourtant, à ce moment-là, je savais pas encore si je pouvais accoucher à la maison. Parce que j'avais un placenta bas inséré.
postérieure. Et jusqu'à la 37e semaine, pour moi, c'était presque hôpital. Enfin, il y avait un espèce de stress où je me disais, OK, je faisais plein de petits exercices chez moi pour Pour faire remonter le placenta. pour faire remonter le placenta. Faire des A, placenta remonte. Oui, elle a passé beaucoup de temps avec nous à nous rassurer, savoir où est-ce qu'on se plaçait par rapport à ça. Je me souviens lors d'un je pense que c'était le 2e ou 3e rendez-vous, moi j'ai eu un coup de flip, je sais pas, c'était une semaine avant de l'avoir, où il y avait des rêves, il y avait des cauchemars et j'étais plus du tout sûre de mon choix. Je devais en être à 7 mois à peu près et j'ai eu très peur et je dis en fait je sais plus ce que je vais faire, je me sens pas bien et si je faisais une connerie et s'il arrivait quelque chose, tout à coup il y a une espèce une invasion de peur, tout m'est tombé dessus et elle m'a dit Sophie, je vois bien que t'es un peu perdue en ce moment, mais si là tu sais plus où t'en es, est-ce que tu me fais confiance? Je lui ai dit oui, je te fais confiance. Elle m'a dit alors fais-moi confiance, ça va très bien se passer. Et juste cette phrase et enfin, il y a un côté très maternant et c'était très rassurant. Elle m'a dit: «Ça va bien se passer». Elle a refait un point, sur la grossesse, sur l'enfant, sur ce qui se passe, sur ses connaissances et cetera et en fait, ça m'a vraiment rassurée. Je fais: «OK, c'est bon, on y va, ça va bien se passer» et les peurs avaient disparu. Ouais, c'est chouette. Mais elle passait beaucoup de temps sur nous et aussi pas de travail particulier, comme j'entends souvent, enfin, parler les autres femmes sur la préparation à l'accouchement ou ce genre de choses. J'allais te demander, est-ce qu'il y avait eu, des outils, des méthodes ou, des moments, dédiés justement à, ce qu'on peut appeler plus communément la préparation à l'accouchement? Parfois c'est pas des séances complètes ou des thématiques particulières, mais j'imagine que dans toutes les connaissances qui vous ont été transmises, elle a dû, vous expliquer un peu la mécanique, de l'accouchement. Elle a dû aussi, vous expliquer ce qui pouvait se passer si jamais à un moment donné, il y avait un souci au moment de l'accouchement, comment s'effectuer un transfert et cetera. Est-ce que ça a fait partie des consultations et des informations qui vous ont été transmises ou pas vraiment vu que tu dis que, il y a pas eu de séance dédiée à la préparation? Il y a pas eu de séance dédiée en fait, à la préparation à l'accouchement telle qu'on la voit ou je sais pas, telle qu'on peut la voir dans les films ou telle que du coup, je sais pas trop comment ça se passe vraiment une préparation à l'accouchement avec les manières de souffler, j'en sais rien. Ah oui, Je OK. sais je sais pas ce qui se passe, et ça, on le fait pas. D'accord. Après oui, il y a une préparation, elle nous donne des lectures pour se renseigner OK. vraiment sur, l'accouchement, hein, comment ça se passe, des témoignages, ce genre de choses. Elle nous fait des propositions sur la manière de rencontrer et gérer la douleur, enfin, savoir comment est-ce qu'on peut accueillir la douleur? Mmh. Et puis après on choisit via ces propositions, mais c'est à nous plus ou moins de se renseigner dessus, dire: «Bah, OK, on va aller plutôt vers le son ou plutôt vers». C'est plutôt un état d'esprit, en fait, elle essaie de placer un état d'esprit et elle essaie de faire comprendre, en fait, dans quel état d'esprit on a besoin d'être au moment de l'accouchement Mmh. pour, faire en sorte que ça se passe plus facilement et on n'entre pas en souffrance, qu'on accepte la douleur, en essayant de ne pas rentrer en souffrance, en fait. Vraiment se lâcher prise et puis accompagner le bébé, accompagner son corps et penser à cette descente et penser à l'enfant qui sort pour l'aider à prendre le chemin de la sortie. Et sinon, elle nous explique aussi, oui, tout ce qui va se passer, en cas de complications. OK. Tout ça aussi, c'est des données du coup que tu as, en amont, Oui, elle va nous expliquer qu'elle va rester très en retrait de l'accouchement et si tout à coup, il y a une situation qui devient un peu compliquée, elle va prendre les choses en main très rapidement, sans faire paniquer personne et pour nous diriger vers l'hôpital et elle nous explique quelles complications il peut y avoir OK. et elle nous fait part aussi de ses expériences et des transferts qu'elle a pu faire. OK. Elle est vraiment très transparente sur ses expériences et des transferts qu'elle a faits, la manière dont ça s'est passé, que ce soit bien ou mal passé, enfin tout est très clair. OK. Tu viens de nous dire que aussi la sage-femme cherchait à savoir, dans quel état d'esprit et qu'est-ce qui pouvait vous aider, vous, au moment, de l'accouchement à, traverser
ce moment, comme tu dis, pour pas rentrer dans la souffrance, mais plutôt pour accueillir la douleur et accompagner bébé. Est-ce que vous avez été accompagné du coup par d'autres professionnels? Il y a des personnes qui vont faire du yoga prénatal, du chant, il y en a qui ont une doula et d'autres qui vont faire des séances plutôt aquatiques ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez eu d'autres personnes qui vous ont accompagné pour justement préparer le jour J? On a fait des séances d'aptonomie, Ok. mais là, mes souvenirs sont très vagues aussi. C'est-à-dire, je me souviens des séances d'aptonomie où vraiment il y a le fait de rentrer en contact avec l'enfant, etc. Mais je n'ai aucun souvenir s'il y avait une préparation particulière sur les séances d'aptonomie. D'accord. Ça peut être juste du lien. Je pense que les aptonomes ont tous une façon un peu différente d'aborder les choses, surtout selon si c'est des sages-femmes ou pas. Je sais pas si c'était votre cas, mais j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir des approches légèrement différentes. Ouais, je crois qu'il y avait une certaine corrélation avec le fait justement d'accompagnement de l'enfant Mmh. vers la sortie. Il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça, mais c'est vague. Et du coup, dans tous les outils qui t'ont été proposés, même si ça n'a pas été un accompagnement particulier, est-ce qu'il y a des choses dont vous vous êtes saisis? Tout à l'heure, tu parlais peut-être des sons ou de certains exercices que tu avais pu faire. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui, toi, t'a parlé ou a parlé Oui, moi j'avais choisi les sons parce que je trouvais que ça me correspondait assez bien. Je trouvais ça cool à faire aussi en termes de. Ça me permettait de vraiment m'évader plus et me centrer sur autre chose, enfin, vraiment à gérer la douleur jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que les sons, c'était bien, c'était super intéressant et arrivé à un certain stade de douleur, c'est plus des chants, quoi. Ça devient que tu ça devient très sauvage et ça devient «Ah mon son part dans tous les sens!» Ouais, ça, tu vas nous l'expliquer bientôt là, quand tu vas nous raconter ton accouchement, mais ouais, ouais, c'est pas mal d'avoir trouvé quand même quelque chose qui te parlait. Oui, Tu t'es ça beaucoup entraînée en amont? Ou c'est surtout le jour J que t'as fait non, je l'ai l'expérience? fait je l'ai fait, je l'ai fait un peu, en amont OK. et on le faisait avec, mon ex-compagnon, on l'a fait quelques fois en amont, c'était pas mal, on s'est bien marrés et puis, non, non, on l'a fait en amont et puis oui, ça m'a permis, c'était un bon accompagnement. En tout cas sur, la moitié de l'accouchement, c'était un bon accompagnement. Après je pense que j'aurais dû passer sur autre chose, mais je me suis accrochée trop longtemps au son. Du coup, tout à l'heure, tu nous parlais du fait que tu étais tellement prête que tu aurais presque envisagé le faire toute seule. Est-ce que tu nous raconterais ce qui s'est passé le jour de ton accouchement? Alors, le jour de mon accouchement, je me suis, réveillée à 5 heures du matin avec, des douleurs vraiment, plutôt conséquentes déjà avec, le recul, avec des contractions, très régulières. Mais vraiment, c'était des contractions qui arrivaient, je sais pas, toutes les 6-7 minutes et ça a duré comme ça pendant 1 heure, très fort et au lever du jour, tout s'est arrêté et plus rien, vraiment, plus aucune contraction, Ouais. en pleine forme, il se passait strictement rien et durant la journée, on est allés se balader. J'ai pas mal marché pour essayer de redéclencher, le truc parce que j'ai bien senti que le matin, il se passait quelque chose de quand même très conséquent. Je me suis dit: «C'est pas rien». Ouais. Tu étais où de ton terme? Enfin, par rapport à la date d'accouchement? Moi, on m'a dit, «Tu accoucheras le 1er février». J'accouche le 1er février. Oui, donc c'était le jour J, donc ça te paraissait pertinent que ça soit ça, quoi? C'était pas, dans ta tête un pré-travail ou un Non, non, ouais. non, d'autant que j'avais eu une expérience comme ça sur, un dernier rendez-vous, chez Isabelle, où j'ai commencé à avoir des contractions assez fortes et là, c'était un pré-travail. Ouais, Non, non, là, c'était le jour J et ouais. effectivement, il se passait un truc et j'avais très peur, en fait, on m'avait dit mon terme était le 1er février et 2 mois avant, on est revenu vers moi en me disant: «Mais en fait, il y a eu une erreur. Le terme, c'est pas le 1er février, c'est le 29 janvier» Ah ouais, ça retire quand même quelques jours. et ça retire quelques jours. En sachant que quand on dépasse le terme, après, on a besoin de se rendre à l'hôpital pour faire Oui, au bout d'un certain nombre de des jours. échos, oui. Ouais, d'accord. Du coup, c'était plus considéré comme ta date d'accouchement, à la fin? Du coup, c'était plus considéré comme ma date Donc d'accouchement. t'étais après terme alors? Du coup, j'étais après terme. OK. Et du coup, je devais faire une écho à l'hôpital. En fait, j'étais après terme. Et du coup, tu dois faire une écho, plus un monitoring à l'hôpital aussi. Parce que les sages-femmes ont plus le droit de le faire, ce monitoring de terme.
Ok. qui était pas le cas avant. Et nous, on s'est pas rendus à l'hôpital parce que il y a des rumeurs qui disent que si tu te rends à l'hôpital alors que tu as prévu un accouchement à domicile, en fait, il y a des chances qu'on te garde. S'ils sont au courant de ton projet, il y a des possibilités qu'ils te gardent en hôpital en inventant un prétexte pour te garder sur place. Et ça, c'est notamment la sage-femme qui me suivait, qui devait faire mes suites de couches, qui elle était pas forcément pour l'accouchement à domicile, pas contre non plus, mais elle était quand même plus orientée pour les accouchements à l'hôpital. En fait, c'est elle qui m'a prévenue de ça en me disant, mais en fait, si vous vous rendez à l'hôpital, il y a des chances qu'ils vous gardent. Il y a des chances qu'ils vous gardent et qu'en fait, si on vous dit qu'il y a un problème avec votre bébé, en fait, vous rentrez plus chez vous parce que on vous fait peur. Bien sûr. On a quand même réussi à trouver une sage-femme qui nous a fait un monito dans son cabinet. Ok, donc vous aviez quand même une info sur la bonne santé de bébé, Oui. quand bien même vous avez dépassé le terme. On n'a pas fait d'écho, on a fait un monito, mais oui, on avait cette info. Moi, j'imagine aussi qu'elle a peut-être fait une palpation ou quelque chose pour se rendre compte un peu au niveau du liquide. Oui, ça me remet dedans parce qu'effectivement, donc je sais plus quel jour j'ai accouché, si c'était un dimanche. J'ai percé une poche le vendredi, donc gros flip aussi, parce que je me disais poche percée, hôpital, je vais pas pouvoir accoucher chez moi. Oui, forcément. Et non, Isabelle a suivi, elle m'a dit, voilà, de quelle couleur est le liquide, etc. Elle m'a dit, y a pas de souci, tu restes chez toi, on attend tant de temps et ça va se déclencher, je pense dans les 48 heures. Et si ça se déclenche pas dans les 48 heures, on en reparle. Mais là, reste tranquille, inquiète-toi pas, ça va bien se passer. Et puis du coup, donc j'ai percé une poche, donc il y en a une deuxième. Donc le matin, grosse contraction et puis ensuite le jour arrive, plus rien. On a marché durant la journée. La nuit retombe et là les contractions reprennent petit à petit, mais de manière vraiment très légère. C'est-à-dire que j'avais des contractions, je sais pas, tous les quarts d'heure, 20 minutes. C'était comme des douleurs de règles en fait, quelque chose de très léger. Donc on s'est mis à faire des jeux de société en attendant que ça évolue un petit peu. Et puis les contractions ont repris plus fortement à partir de 21h. Je peux pas dire le timing des contractions, je m'en souviens plus. Du coup, le même soir, quand tu dis la nuit est tombée, c'est parce que c'était l'hiver, donc la nuit est tombée tôt, c'est ça? Et Tôt. tu parles 21h la même soirée, c'est ça? Oui. Ok. Oui, tout ça, c'était la journée du dimanche. Et puis, oui, vers 21h, 22h, les contractions sont devenues plus fortes et on réatteint à peu près les contractions du matin, de 6h de la matinée de la même journée. Donc là, en fait, on prévient Isabelle déjà pendant la journée de ce qui s'était passé le matin. C'est elle qui nous a conseillé d'aller marcher. Le soir, on lui dit les contractions reprennent. Elle nous dit OK, pas de souci. Vers 21h, elle demande ce qui se passe. On lui dit les contractions là ont bien repris, mais c'est gérable. C'était assez régulier. Et là, Isabelle nous dit qu'elle va se coucher parce qu'elle est obligée de se reposer et elle sait très bien qu'un accouchement, notamment un premier accouchement, prend un certain temps. Et au vu des informations que lui transmettait mon ex-compagnon, en fait, mais elle en a conclu qu'elle avait le temps, qu'elle avait besoin de se reposer avant de venir chez nous. Elle dit, je vais me coucher quelques heures, je reprends des nouvelles dans quelques heures. Et puis, vers 1h du matin, les contractions sont devenues très fortes. Et, et là, c'est moi qui oppressais mon ex-compagnon en lui disant, Isa, elle est où? J'aimerais qu'elle vienne, parce que ça commençait à devenir difficile à gérer. Et il y a quand même cette sensation d'être un peu seule et de se dire, là, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un quand même qui vienne vers moi et qui vienne me rassurer pour savoir ce qui se passe. Et elle était au téléphone régulièrement avec mon ex-compagnon et elle est restée chez elle encore un moment, encore 1 heure. Elle dit elle demande des informations, qu'est-ce qui se passe? Je dis voilà, ça se passe, Sophie a telle contraction et c'était encore OK pour elle et je pense que c'était encore OK, elle avait le temps. Elle est arrivée vers 3h du matin. Okay. Et j'ai percé la poche des os, justement la deuxième à 1h du matin à peu près à ce moment-là. Okay. Et elle est arrivée 2 heures plus tard. Et après que la poche est percée, là, les douleurs sont devenues beaucoup plus intenses. Et c'est là où les sons se sont complètement transformés. Et où j'essayais de m'accrocher à ces sons, mais je pense qu'il fallait que je lâche ces sons et que je passe à autre chose, parce que c'était complètement animal et bestial. Et puis, nous, on avait choisi d'accoucher aussi dans l'eau. Oui. Donc là, c'est Isabelle qui prête une piscine. Elle en a plusieurs chez elle. Oui.
Du coup, elle l'avait amené en amont chez vous? C'est nous qui l'avions récupéré lors d'un rendez-vous précédent, D'accord. lors du dernier rendez-vous. Et vous l'avez installé le jour même quand vous avez senti ou vous Non. l'aviez installé, quelques jours avant quand même? Non, pendant l'accouchement, au milieu de la nuit, en fait. Ouais. Installé à la dernière, enfin, c'était pas à la dernière minute, mais presque. Et comment vous l'avez rempli? Je n'en ai aucune idée. Il s'est débrouillé avec son problème. En tout cas, elle était pleine Et en d'eau. tout cas, elle était Elle chaude, l'eau? était pleine d'eau. L'eau était pas assez chaude, mais mais c'était bien. Je n'ai aucune idée de la manière. Je crois il me semble qu'il y a un tuyau, il y a tout le matériel qui est donné avec, mais moi, je n'ai aucune idée de la manière dont ils ont rempli la piscine. J'étais pas là à ce moment-là. Et puis, on va dans la piscine seulement sur la fin. Donc moi, je pense que je suis allée dans la piscine 1 heure avant la phase finale. Et ça, j'essaie de me rappeler. Surtout que c'est la phase où on se souvient pas forcément de grand-chose. T'es rentrée dans l'eau, ça t'a fait du bien? Parce que si elle était froide, ça fait pas toujours du bien, mais Non, alors l'eau était pas assez chaude et effectivement, je m'attendais à rentrer dans l'eau et arriver comme dans un grand bain. Et non, j'étais un peu surprise parce que l'eau était pas très chaude. Mais il y a quand même cette sensation de se sentir porté par l'eau et la Ouais. douceur de l'eau qui transforme quand même le moment. Ouais. C'est assez chouette. Du coup, Isabelle, elle est arrivée à 3h, c'est ça? T'étais pas encore rentrée dans l'eau? Quand Isabelle est arrivée, non, j'étais pas rentrée dans l'eau. Ouais, donc après, t'es rentrée dans l'eau. Et ton compagnon, il faisait quoi? À part installer la piscine et remplir la piscine, il faisait quoi pour t'accompagner? Tu te souviens? Il vocalisait avec toi, tu sais, peut-être au début? Alors, il vocalisait pas avec moi. Il a été longtemps proche de moi, vraiment en soutien physique, en rapprochement physique, que je puisse le toucher, qu'il puisse me toucher. À un moment donné, je crois qu'il m'a fait un massage au niveau des lombaires, Oui, mais ces moments-là sont pas hyper clairs, en fait. oui. Il y a un truc, Mmh. On est un peu et dans un état second, même. ouais, c'est pas très clair et c'est marrant parce que à refaire, pareil, je sais pas pour le coup si je referais pareil. Je crois que j'aurais envie d'accoucher toute seule. Ouais. Il y a des femmes, ouais, qui Alors quand préfèrent. tu dis toute seule, c'est toute seule ou avec une sage-femme mais sans ton conjoint? Avec une sage-femme, mais déjà la sage-femme n'est pas vraiment dans la pièce. Enfin, Isabelle est là, mais elle est pas présente, on la voit pas. Oui, Elle se elle met dans des veille. pièces à côté, elle nous laisse seuls. Donc avec une sage-femme, mais seule, sans conjoint. Ouais. Il y a vraiment 2 écoles avec les accouchements. Il y a celles, par exemple, qui aiment bien qu'on les touche aussi, qu'on les masse, et celles qui veulent pas qu'on les touche. Enfin, tu vois, il y a vraiment 2 écoles, donc ça m'étonne pas tant, oui, que Je crois que c'est vraiment pour rester complètement dans sa ouais, c'est bulle. ça, ce besoin Parce d'être que le concentré. fait d'avoir l'autre à côté de soi, Ouais. ça nous fait quand même sortir aussi de notre bulle parce que s'il a des coups de stress, on ressent ses coups de stress. Mmh. Ouais. Et en fait, s'il est pas Ça présent, peut t'en mais sortir, vraiment, quoi. Ouais. oui, ouais, Oui, comme tu dis et même si, des fois il est pas présent, même pas forcément physiquement, hein, juste, mentalement ou qu'il décroche de quelque chose, on peut se sentir plus seul que si on l'était, réellement. Oui. ouais, c'est ça. Et du coup, tu disais que donc Isabelle était pas vraiment là, mais j'imagine qu'à un moment donné, vous avez senti tu as senti que le bébé arrivait, et j'imagine que ton conjoint devait voir aussi que les choses évoluaient, ton conjoint de l'époque, et du coup, vous avez appelé la sage-femme, elle était là à ce moment-là? Comment ça s'est goupillé, au Elle moment s'est guidée où au la son. tête est arrivée? Elle s'est guidée au Alors en son, fait, c'est possible aussi. Isabelle arrive vers 3 heures. Au moment où elle arrive, elle me dit je suis là, etc. Elle est venue me soutenir aussi à un moment donné parce que je pense qu'elle a vu que j'étais vraiment en grande souffrance. Et puis après, elle s'est rééloignée. Et puis au moment où je suis allée dans la piscine, elle était là. Ouais. Elle était vraiment très présente. Elle était à côté. C'était vraiment sur la fin, sur la descente ou très proche. Je pense que mon fils, il est resté un temps assez long Ouais. sur la sortie. OK. Et justement, je pense qu'à ce moment-là, j'étais encore dans des espèces de sons et ça partait, c'était très, très animal. Et là, Isabelle m'a demandé, elle m'a dit: «Est-ce que je peux te conseiller quelque chose?» J'ai dit: «Bah, ouais, bien sûr!» C'est le Et moment. oui, elle m'a dit: «Mais en fait, arrête les sons». Parce que vraiment j'étais: «Ah!» et j'hurlais. Enfin, en fait, tu perds beaucoup d'énergie là et tu es plus recentré sur toi et sur la descente du bébé, et arrête les sons et reprends ta respiration et vraiment intériorise et imagine le sortir et fais passer toute cette énergie-là par le bas au lieu de la faire passer par la Mmh. gorge, de te perdre dans ses cris.
Alors c'était plus bref que ça son explication, mais en gros c'était ça. Et ça a fonctionné assez facilement. Mais le moment de la délivrance, ou ce moment où on arrive en haut du pic, il y a effectivement un truc, on a l'impression de mourir, donc on se dit on va jamais y arriver. Ouais, la phase de désespérance, ouais. Ouais, la phase de désespérance, c'est assez surprenant. Ouais, tu t'en souviens de ça, ouais? Ouais, ouais, je l'ai dit. J'ai dit: «Je ne vais pas y arriver». Ouais. Tu sais, les contractions sont tellement fortes, vraiment les contractions de faim, quand le bassin s'écarte, ces contractions de lombaire extrêmement fortes. Je me dis: «Mais je me sens écartelée et je ne vais pas y arriver». Ouais. Et je l'ai crié, je fais: «Je vais pas y arriver», et je commençais à pleurer, je disais: «Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver». Et là, Isabelle est revenue en mode, vraiment, coach. Elle dit: «Mais si, tu vas y arriver, bien sûr que tu vas y arriver, tu as la force de le faire». Et elle m'a dit: «Est-ce que je peux aller voir s'il arrive vraiment?» Parce que c'était un petit peu long sur la fin. Je dis: «Bah oui, va regarder». Elle me dit: «Bah, il est là, je sens sa tête. Ouais. Est-ce que tu veux le sentir?» Et du coup, bah, je vais regarder. Je sens effectivement sa tête à l'intérieur de mon vagin. On fait: «OK, en fait, il est vraiment proche». Ça a changé quelque chose dans ta dynamique? Oui, parce que pour moi, il était pas là. Enfin, Ouais. Oui, ça a concrétisé, ouais, Ouais. je me l'instant. disais: «C'est bon, c'est bon, je suis bientôt Je délivrée. vais y arriver. Je vais y arriver». Ensuite, j'ai poussé un peu sur la fin, parce que, j'avais vraiment Isa en mode coach, on y va, et je pense qu'elle voulait aussi que ça se passe, un peu plus rapidement. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu long à ce moment-là, mais peut-être que je me trompe, et les rapports de temps aussi sont tellement biaisés. Oui. Oui, c'est dans ton ressenti à un moment Ouais, très particulier. c'est difficile de s'en rendre compte. Et puis, la tête est sortie. Donc là, un bon cercle de feu. Mais c'est franchement pas grand-chose par rapport au reste. Et le cercle de feu, est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui savent pas ce que c'est? Le cercle de feu, c'est au moment où la tête, passe, la sortie, du vagin, la peau s'écarte et laisse passer la tête. Oui. Et du coup, ça crée une sensation de brûlure, Ça crée une énorme sensation de brûlure, au niveau de la sortie du vagin. tout pile, ouais. De Ouais, la lisière, quoi, ouais. c'est De ça. la vulve, en fait. Ouais. Et donc là, sa tête, sort et il se retourne, et cette douleur-là, je pense que je m'en souviendrai, longtemps. La douleur du retournement, était très, très forte. Ouais. Et donc il se retourne, Isabelle me demande de me retourner parce que j'étais à 4 pattes, et là je me mets, plutôt sur les fesses, et elle me dit: «Bah, pousse encore une fois et tu peux le prendre». Et en fait, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai sorti de l'eau, et c'était assez fou. C'est vraiment un moment qui est dingue à vivre, et en même temps, on est dans un état, tellement second, en tout cas pour ma part, que émotionnellement, c'est très étrange, hein. Oui, C'est-à-dire qu'il y a pas une émotion folle, «Ah, mon bébé, super, oui, mon bébé est là dans mes bras», il y a une espèce de truc, pouah, voilà, c'est bon. oui. Il est là, OK. Et je voyais, mon ex-compagnon qui lui avait un peu les larmes aux yeux, un truc, et moi j'ai l'impression d'être complètement sonnée. Bah, c'est le cas, hein, je Oui, oui. Ouais. pense. Bah, c'est un cocktail d'émotions, et c'est pas juste, que de la joie, quoi. Oui. Oui, mais en fait, c'est très neutre. De Enfin, j'ai tout. l'impression en tout Mmh. cas que pour moi, c'était très Oui, neutre. c'est La ce que j'allais sensation dire, ça était dépend des vraiment, femmes, ouais. mais il peut y avoir, surtout avec ce que tu décris, l'intensité que tu décris, des fois, bah, quand c'est fini, du coup, ouais, il y a cet effet un peu sonné, le temps d'atterrissage, en fait, le temps de revenir à une certaine réalité, et le fait qu'il soit là et que c'est fini et que tout ça, Ouais. ça peut demander du temps, quoi. Est-ce que tu te souviens de la délivrance du placenta par la suite ou pas Oui. particulièrement? Ouais. Comment ça s'est déroulé? Oui, je me souviens très bien de la délivrance du placenta. Il y a le moment où, je récupère, mon fils, on va s'installer sur le lit. Donc là, je le prends sur moi, il y a une, première tétée. Donc nous, on attendait, de toute façon, Isabelle, je crois, fonctionne aussi comme ça. Mais nous, c'était clair qu'en fait, on attendrait qu'il y ait plus de circulation sanguine entre le bébé et le placenta avant Ouais. de couper le cordon. Et d'ailleurs, la délivrance, s'est faite, avant le coupage du cordon, Ouais. il me semble, si je me souviens bien. Et j'avais mon fils, sur moi, et Isabelle revient vers moi. Elle me dit: «Bah, maintenant, on va sortir le placenta». Le placenta est sorti très rapidement, vraiment. Ouais. Moi, je sais elle a stimulé mon bas-ventre, vraiment, avec une main, et après je sais pas comment elle l'a fait sortir, ça je m'en rends pas compte. Enfin, Ouais.
En tout cas, c'est venu facilement, quoi. C'est venu très facilement. En quelques secondes, en fait, c'est venu. C'est venu sans douleur, sans rien. Enfin, c'est sorti très vite. Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir accouché chez toi t'a apporté un sentiment particulier, par exemple de sécurité ou de liberté, ou proche de peut-être des attentes que tu avais sur l'accouchement physiologique? Enfin, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de particulier, le fait d'avoir accouché chez toi, effectivement? J'ai trouvé que c'était très serein. Mmh. Vraiment, une fois l'accouchement terminé, le fait d'être chez soi, dans son lit, avec son bébé, je sais pas si c'est un instinct, mais je me souviens, au moment où j'ai sorti Hyacinthe de mon ventre et je l'avais dans mes bras, il y a une espèce d'instinct où en fait, vraiment un réflexe où je regarde les gens qui sont autour de moi, où je regarde mon compagnon, je regarde la sage-femme, quelque chose de très instinctif et très rapide. Je dis: «OK, qui est autour de moi? Ouais, J'ai besoin de protéger cet enfant. OK, c'est eux, c'est bon, c'est OK, on est en sécurité, tout va bien». ouais, Et le fait de se retrouver dans son lit, posé de manière sereine avec, ce bébé qui reste sur soi, qui passe pas de bras en bras, enfin, il y a quelque chose de doux, ouais. de vraiment très doux. Très intimiste, Ouais, ouais. très intimiste. Et c'est aussi moi je n'avais pas plein de questionnements ou de peurs qu'avaient d'autres personnes, de mon entourage qui ont accouché à peu près, dans les mêmes périodes. Moi, j'ai jamais eu peur de me retrouver toute seule chez moi avec mon bébé, de me dire: «Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le prendre? Comment je vais le nourrir?» En fait, c'était très, maternel, instinctif et je me suis dit: «En fait, ça va se passer. Les femmes font ça depuis très longtemps et je vois pas pourquoi ça se passerait pas» et Oui, et tu penses que ça te vient de ta personnalité, ou c'est le cheminement que tu as eu pendant la grossesse et avec ta sage-femme? je pense que ça vient un peu des 2. Je pense que le cheminement aide. Je pense que ça vient aussi de ma personnalité et la personnalité des femmes dans ma famille. Oui, Ma mère a toujours été très sereine avec ses accouchements OK, et très rassurante, là-dessus aussi, en étant très claire, hein, ouais, en ne cachant rien, en expliquant les choses, de manière très ouverte. Mais moi j'ai toujours un retour, de leurs accouchements, qui était OK. ouais, Enfin, sans mentir, c'est pas un moment, qui est, forcément très agréable à vivre au moment, peut-être des douleurs les plus intenses ou des contractions, très fortes. Mais c'est OK, les femmes dans ma famille ont eu des accouchements qui étaient plutôt, qui se sont bien passés. OK. Et en quoi tu penses que la relation que tu avais construite avec, Isabelle, avec ta sage-femme, t'a aidée, pour ton accouchement? J'avais confiance en elle, vraiment. J'avais confiance en son savoir-faire. J'ai découvert, quelqu'un qui était passionné par, la physiologie, par les femmes, par l'accouchement, par l'enfantement et qui avait des connaissances mais, folles et très intéressantes que je n'ai pas rencontrées, dans le milieu médical, le peu que j'ai côtoyé. Parce que j'ai côtoyé, la généraliste, en début de grossesse et puis, j'ai eu aussi, un rendez-vous, du 8e mois à l'hôpital, pour l'inscription, du dossier. Ouais, Et ce rendez-vous-là, je l'ai mal vécu aussi, OK, parce que je l'ai trouvé très froid, très détaché. Enfin, il y a une manipulation de mon ventre à un moment donné qui a été très douloureuse. ouais, Ça m'a fait douter d'autant plus de l'accouchement, en milieu hospitalier OK. et pour moi, il fallait que je fasse tout pour pouvoir accoucher chez moi. Oui, oui, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment une relation, de confiance et de douceur. Enfin, c'est quelqu'un qui est très doux aussi, Mmh. Isabelle et qui englobe. Enfin, elle prend vraiment les choses et elle fait en sorte qu'on se sente bien, qu'on se sente entouré, englobé et d'autant que moi j'ai pas ma famille ici, Ouais, ni ma mère, ni ma sœur, ni mes tantes, enfin et du coup, vraiment elle crée un environnement un peu maternant comme ça, un peu mmh, protecteur et pour le coup, j'avais complètement confiance en elle et je me disais: «Quoi qu'il se passe, en fait, je me livre à elle et je lui fais complètement confiance, quoi». ouais. Et je me demandais tout à l'heure, tu parlais du fait qu'elle était, très peu présente, très effacée. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu et qui t'a permis de faire confiance à ton corps et d'accoucher de manière physiologique, ou c'est quelque chose qui a pu te stresser ou t'angoisser, ou créer peut-être un peu, du doute? Non, pas du tout parce qu'elle est, en fait, elle demande déjà dans les moments où on se rencontre avant, elle demande quelle présence
on souhaite lui accorder. OK. Et puis après, pendant l'accouchement, à tout moment, elle est disponible. Mmh. Donc si on demande sa présence, elle sera présente. Elle est vraiment, elle est très à l'écoute aux demandes, en tout cas pour ma part, aux demandes que je pouvais faire, quoi. D'accord. Du coup, comme on parle d'un accouchement à domicile, on en a moins parlé de manière générale sur notre podcast. Et du coup, on aimerait savoir maintenant si tu pouvais nous parler de ton suivi postpartum immédiat, les jours qu'on suivi l'accouchement. Notamment, est-ce que tu as dû te rendre à nouveau dans le cabinet de Isabelle qui était à peu près à 1 heure de chez vous? Est-ce que c'est elle qui est venue? Est-ce qu'elle passe le relais à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle passe le relais à l'hôpital? Comment ça se passe la suite, le suivi ensuite postpartum? Alors, Isabelle, si elle accouche les gens aux alentours de chez elle, fait le suivi, postpartum. D'accord. Comme nous, on était à 1 heure de route, il était clair elle me suivrait pas. OK. C'était annoncé très vite et elle a dit: «C'est pas possible au niveau de son agenda» et du coup, j'ai cherché, une sage-femme, avant, quelques mois avant. J'ai rencontré quelqu'un d'autre qui a fait le suivi, postpartum. OK. Et que tu as vu, dans quel contexte, du coup, tu t'es rendue à son cabinet? C'est quelqu'un qui s'est déplacé? Comment ça s'est passé les premiers jours, tu te souviens? C'est elle qui s'est déplacée. D'accord. Elle s'est déplacée, chaque jour, elle venait nous voir tous les jours. Elle s'est déplacée, chaque jour, les premiers jours, sur, je sais plus 3 ou 5 jours. Ouais, c'est à peu près ça en général, Ouais. le suivi postpartum immédiat, c'est à peu près ça. Et puis après, elle s'est redéplacée aussi, 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard. En fait, elle s'est déplacée à chaque fois. OK, ça marche. Ce qui était plutôt chouette parce que nous, on avait choisi aussi de rester à la maison ensuite et on avait choisi de faire, le mois d'or, c'est-à-dire rester chez soi un petit peu cloîtrés, entre nous. Oui. Chose qu'on n'a pas tenue jusqu'au bout parce qu'au bout d'un moment, on était en pleine période de Covid aussi Oui. et je crois qu'on ne pouvait plus d'être enfermés. Oui. Mais c'était chouette parce qu'on n'a pas dû prendre notre fils, le mettre dans un cosy, le mettre dans une voiture, enfin, on Oui. voulait pas de ces environnements-là pour lui, dès le départ. Donc le fait qu'elle puisse venir à la maison, c'était très intéressant et c'était une très belle expérience avec cette sage-femme, là aussi. Oui. Que tu avais pas rencontré avant. Tu l'as eu que pour le postpartum, elle? Enfin, je veux dire, tu l'avais rencontrée pour lui demander pour le postpartum, mais est-ce Oui. que tu avais été suivie au préalable, pas Non. du tout par elle? Pas du tout. OK, ça marche. Bon, du coup, c'est cool que ce soit une bonne rencontre, Ouais. si tu la connaissais pas. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter, si tu t'en souviens, comment tu as vécu les jours qui ont suivi la naissance, que ça soit physiquement, émotionnellement, tout ce que ça peut apporter, et notamment, peut-être dans le cadre particulier, comme tu dis, de l'accouchement à domicile et de cette prolongation, chez soi, où vous avez en plus, choisi de faire le mois d'or? Le jour, de l'accouchement déjà, moi j'accouche et une demi-heure après, Isabelle reçoit un appel et elle avait un deuxième accouchement sur Poitiers, OK. qui était un placenta, Privera, je crois, à la base, Placenta Previa? Mmh. complètement recouvrant, qui a été remonté aussi, au dernier moment. Donc elle était obligée de partir très vite. Donc on s'est retrouvés seuls tout de suite, tous les 3. Et pareil, ce moment-là, en fait, a été vécu, super bien. On était trop bien hein, dans notre petit cocon avec, bébé qui est arrivé et aucune panique du fait qu'elle parte. Elle me dit: «Bah, je reste disponible, je vais sur l'autre accouchement et je reviens en fin de journée, ça devrait être terminé normalement, donc je reviens en fin de journée et puis, on se revoit vers 16h et pour remplir les papiers et tout ça». Et puis, elle est revenue donc l'après-midi, on l'a revue. Il y a juste ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme elle est partie vite, il y a eu les premières tétées, de découverte qui se sont faites et puis après, et ben moi j'ai gardé Hyacinthe au sein à peu près toute la journée Oui. et en fait, j'ai eu des crevasses. Ah oui, oui. Donc j'ai eu des soucis, au niveau de l'allaitement, tout de suite, qui se sont prolongés, ensuite. Mais mis à part ça et encore les premiers jours, c'était pas au niveau des crevasses, c'était pas très important. Ça s'est aggravé sur, la semaine qui a suivi. Oui. Mais sinon, on était vraiment dans un mood, un cocon, on était bien, on était serein, on c'est pas shooté par les hormones en plus, c'était très, dans mon souvenir en tout cas, c'était quelques jours, très, très tranquilles et très doux. Oui. Une découverte à 3 très sympa. Et pareil, pas de questionnement particulier, pas de peur particulière, vis-à-vis de cet enfant qui était là et des tâches nouvelles à faire ou autres. Non, c'était, je sais pas, c'était un moment, sur un petit nuage, quoi. Oui.
Et je me demandais si tu avais été aidée pour ces crevasses et cet allaitement, parce qu'en général, les crevasses viennent d'un positionnement pas adéquat Oui. ou alors d'un frein de langue. Et du coup, je me demandais si tu avais eu un accompagnement autre encore que la sage-femme qui te suivait, ou si c'est elle qui t'avait apporté une aide, ou si c'était Isabelle. Alors Isabelle, non, parce Oui, que parce du qu'elle coup, on avait n'était passé plus le relais. vraiment Oui. oui, elle avait passé le relais. La sage-femme qui m'a suivie ensuite, m'a bien aidée. Elle était très, très soutenante, vraiment. Et puis, elle nous a donné des contacts justement Ok. pour, par rapport aux freins de langue, ce genre de choses, mais c'était pas ça. Ok. En fait, Hyacinthe avait un reflux, Ok. mais ça, on l'a su, plus tard, à Du 2 coup, il mois et t'était demi. souvent, c'est ça? Du coup, il tétait souvent et il se jetait en arrière. Ah oui, du coup, il tirait. Ouais. Ouais, je vois. Vous avez mis longtemps à le savoir, le reflux? 2 mois et demi. 2 mois et demi. Ouais. Ok, Et c'est grâce à Isabelle. d'accord. Parce que Isabelle, on a un rendez-vous, elle fait un rendez-vous des 2 mois, en fait, quand elle a pas pu suivre les femmes après l'accouchement. Ok. Et puis, on se rend chez elle à Tours et elle nous dit: «Comment vous allez?» Et moi, je m'effondre Ouais. parce que j'étais épuisée et les douleurs étaient trop intenses, quoi. Elle me dit: «Bah, je vois bien, que ça va pas». Mon conjoint, à ce moment-là, lui, était pas top non plus et elle me dit: «Est-ce que je peux prendre Hyacinthe?» Et elle le prend dans ses bras et elle dit: «Mais en fait, il y a quelque chose qui va pas. Il a le visage tendu, il est crispé et il y a vraiment quelque chose qui est pas OK. Allez voir, essayez de choper un pédiatre pour voir s'il a pas un reflux». Et en fait, c'est grâce à elle qu'on a eu ce diagnostic, là. Qui n'a pas changé grand-chose ensuite parce que, on lui a administré du Gaviscon. Ouais. Qu'un médicament pour faire un plâtre à Ouais, l'estomac c'est pour les ça, ouais. reflux, ouais. Ouais. Et puis, à 3 mois et demi, impossible de lui donner parce qu'il voulait plus l'avaler. Ouais. Et ça a pas été flagrant non plus, les résultats, c'était un petit peu mieux, mais oui, c'était pas flagrant, ça a pas changé énormément, son comportement. Et puis comme après j'arrivais plus à lui administrer, vraiment, il se bloquait, il fermait la bouche, c'était impossible de lui mettre dans la bouche, je voulais pas le forcer à l'avaler, donc on a tout arrêté. Ok. On a tout arrêté et puis on a pris sur nous et on l'a beaucoup porté. Ouais. On évitait un maximum les positions allongées. Ouais. J'imagine. Avec un bébé reflux. Ouais. Et puis on a fait presque 1 an comme ça. Eh ben, Ouais. ça devait être rude. Par moments, c'était un peu rude. Pour revenir sur ton accouchement, quel regard tu portes aujourd'hui sur cette aventure et qu'est-ce que tu dirais que ça t'a appris sur toi? Je dirais que c'était une aventure, qui paraissait un peu folle, hors système et qui vaut la peine d'être vécue. Si c'était à refaire, je le referais comme ça. Ça m'a donné une force, je pense, un dépassement de soi. Déjà une capacité à pouvoir faire les choses, différemment, y croire et se dire que c'est OK, en fait, je fais le bon choix pour moi. Et oui, je pense vraiment une force, se rendre compte de la puissance, en fait, du corps, de la femme et simplement du corps humain parce que l'enfant, ce qu'il traverse à ce moment-là est aussi plutôt extraordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Ouais. Alors c'est plus enfin, c'est déjà, l'accouchement en soi, enfin, je sais pas si c'est vraiment le fait de l'avoir fait, chez soi, mais le fait de l'avoir fait chez moi, je suis très fière de l'avoir fait chez moi. Je Oui. pense que c'est quelque chose de remarquable, pour moi. Maintenant que tu viens de nous dire, ce que ça t'avait, appris sur toi, ce que ça t'avait apporté aussi, dans toutes, les dimensions, de confiance, émotionnelle, est-ce que tu aurais un mot à dire aux femmes, ou à leurs partenaires ou aux 2, qui auraient peur d'un accouchement à domicile accompagné? Je dirais: «Faites-vous confiance, hein, croyez-y», enfin, il faut y croire, croire en soi et croire en nos capacités, croire en la possibilité de le faire, en notre puissance et puis, suivre vraiment, ses choix et ses envies et que en fait, même si on change d'avis en milieu de parcours, c'est pas grave. Mmh. Oui. Oui, c'est OK. Ne pas se mettre la pression en disant en fait, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse absolument et se mettre la pression dessus en disant: «Bah, je peux pas revenir maintenant», c'est pas grave en fait. Oui. Si vraiment ça le fait pas, changez de parcours et faites-le autrement. Et si après on vous revenez dessus, bah, c'est pas grave non plus. Oui, tout est malléable. Oui, c'est le sentiment de sécurité comme on disait, Ouais. qui importe.
Et par rapport à ce que tu évoquais aussi au début, est-ce que tu aurais quelque chose à partager à une femme qui aujourd'hui a fait ce choix d'accoucher, à domicile, mais qui aurait, peur d'en parler autour d'elle, de peur qu'on la dissuade, qu'on lui fasse peur ou tout simplement d'être, jugée, pour ce choix-là? Moi, je pense que c'est bien de se protéger au maximum. Les peurs des autres peuvent réellement nous impacter. Peut-être, je sais pas si c'est la solution ou pas, mais moi, j'aurais tendance à fonctionner comme ça, à m'éloigner, en fait, des gens qui projettent trop de peur sur moi Oui. et à aller vers les gens qui ont confiance en ça, Mmh. qui sont capables de l'accepter sans transposer leur peur sur toi. Ouais, de respecter, le choix que tu as fait. Ouais. Avec le recul, parce que maintenant ça fait, 4 ans, un peu plus, que tu as vécu, cet accouchement et cette expérience, extraordinaire, chez toi. Est-ce que, tu saurais dire ce qui t'a été le plus précieux dans le suivi et le parcours que tu as eu lors de cette grossesse? Il y a tellement de choses, hein. Ça crée tellement de moments précieux et de moments nouveaux et de découvertes. Enfin, je dirais que ce parcours-là, comme la maternité, le plus précieux, c'est le regard que je pose sur les femmes actuellement et depuis ce moment-là. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour la femme en elle-même, mais je sais pas, ça crée quelque chose de grandiose. C'est tellement fort à vivre et de dire que les femmes traversent à peu près toutes, enfin une grande partie en tout cas, ces moments-là. On se dit: «Oh OK, Mmh. chapeau les meufs quoi». C'est puissant, c'est extrêmement puissant, que ce soit dans le corps, dans l'esprit, enfin Oui. tout le remodelage d'une femme, depuis, sa grossesse, l'accouchement, le fait de devenir mère, enfin il y a quelque chose de très fort à traverser et hormonalement et il y a beaucoup de choses dont on parle pas assez, Mouais. en fait, de la transformation de la femme, à ce moment-là. Il y a tellement de chamboulements physiques, mentaux, hormonaux, enfin, et les femmes font face à ça tout en continuant leur quotidien. On leur demande de continuer à vivre un quotidien lambda, enfin à continuer à vivre leur quotidien tel qu'avant et en même temps de vivre tellement de chamboulements internes et enfin je trouve ça épatant. Il y a un côté vraiment assez fou, à ce niveau-là. Mmh. C'est vrai. Je pense que épatant, c'est pas mal, comme et avant de conclure, je vais te poser, la question que je pose à toutes nos invitées à la fin de nos interviews. Est-ce que tu aurais, une astuce à partager, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient avoir un accouchement physiologique? Essayer de se mettre un maximum à l'aise, vraiment, Oui. dans un environnement idéal, avec des personnes de confiance. Essayer d'éloigner toute gêne pour pouvoir se mettre dans une bulle à soi. Un maximum d'ocytocine. Ouais, Ouais, c'est un très bon conseil. Bah oui, c'est un conseil, je pense, qui, en plus, peut correspondre, vraiment à tous les accouchements même, j'ai envie de dire. Au-delà même des accouchements, ouais, physiologiques, oui, ça peut être, transposé dans plein de situations, diverses et variées. ouais. Et ne pas hésiter en fait à dire si quelque chose ne nous convient pas. Par exemple, Isabelle demandait aussi: «Est-ce que je peux prendre des photos? Est-ce que vous voulez que je prenne des photos?» Oui. Parce que je sais que certains couples demandent à avoir des images, de leur accouchement. Oui. Et c'est vrai il y a ce questionnement-là. Quand elle a posé la question, je me suis dit: «Ben, c'est vrai que ça peut être super chouette d'avoir des photos Ouais. de son accouchement». Elle m'a posé la question, j'ai pas su répondre, tout de suite et puis, je dis: «J'ai besoin d'un temps pour y réfléchir». Ensuite, je suis revenue dessus et je lui dis: «Non, en fait, non». C'était pendant l'accouchement ou c'était en amont que Elle a posé la question en amont. d'accord, en amont, donc tu avais pris le temps, OK. Oui, oui, j'ai pris le temps de réfléchir et non, en fait, je lui ai dit: «Non, non, c'est pas OK» parce que moi, je pense pas pouvoir bien le vivre sur, l'instant T. Ouais. Elle m'a dit: «Mais non, mais je sais être très discrète». J'ai dit: «Non, non, non, en fait, je veux vraiment, me mettre dans ma bulle. Je veux pas savoir, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre des photos de moi à ce moment-là. Tant pis, j'aurai pas de photos de mon accouchement, mais je vais pas me rajouter ça dans mon environnement à ce moment-là». Oui, parce que Oui. même si tu t'en rends pas compte, juste l'info que tu Tu le sais que sais. peut-être ça a lieu, Oui, ça peut être ouais, Mmh. parasitant pour certaines personnes, en effet. exactement. Donc je me suis dit: «Au pire, si elle veut en prendre, du coup, elle le fait, elle m'en parlera après». Mais moi, je lui ai dit non, donc consciemment, elle ne le Ouais. fera pas, donc je serai pas parasitée par ça. Ouais. Oui, clairement, oui. Et du coup, elle en a fait ou pas? Non, elle en a pas fait. En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a, à contrario, eu récemment là,
un couple qui avait une reporter photo pour leur accouchement. Et l'un comme l'autre, on dit que ça avait été même quelqu'un qui avait été soutenante pendant l'accouchement. Du coup, c'est fou, comme on est tous différents face à ce genre d'approche. Après, elle avait questionné aussi, à un moment donné, ça l'avait un peu sorti de sa bulle. Et elle avait eu peur pour la suite, et finalement, ça s'est bien Oui, au final, elle a dit que ça avait été et... plutôt un soutien, donc c'était... Mais les premiers temps où elle a pris les photos, je crois la première photo où tu vois le tout début, Parce que pour le coup, Oui, c'était c'est un ça. vrai appareil de photographe. quand elle a entendu le déclencheur, là, elle a vraiment eu ce petit moment où elle s'est dit, oula, j'avais pas pensé que ça pourrait me gêner. Et en fait, après, c'est passé parce qu'elle est rentrée dans sa bulle, sa photographe était assez discrète. Parce qu'il faut se dire aussi que si c'est Isabelle avec un smartphone, c'est peut-être pas non plus la même présence, quoi. Non, Mais c'est pas quoi la qu'il en même soit, comme présence. tu dis, le fait d'avoir l'idée que ça puisse avoir lieu, ça peut faire quelque chose. Oui. Moi, je suis déjà pas très à l'aise, tu vois, pour la prise de photos. Même en temps normal, je me Oui. dis, bon, à poil dans ta baignoire, enfin, je sais pas. Avec des têtes pas même, possibles. c'est pas, oui, c'est même pas tellement la nudité qui me dérange, mais c'est. Le moment ultra intime que tu es en train de vivre. Oui, c'est Je ça. pense que c'est un des moments les plus intimes qu'on vit dans notre vie. Probablement. C'est bien d'y croire. Je repense à mon placenta bas inséré. Et vraiment, quand on m'a annoncé ça, c'était la désillusion. Enfin, j'avais pris ma décision, donc il y a le fait de prendre la décision d'accoucher à domicile, qui est pas forcément évidente à prendre au départ parce qu'il y a encore un manque de connaissances et des peurs qui peuvent encore être présentes. On prend la décision, on est OK, on est bien dans ses baskets. Et là, je crois que c'était la deuxième écho. On m'a dit, en fait, c'est pas OK. Parce que le placenta est mal placé et du coup, il a besoin de remonter. En plus, il est postérieur et postérieur, il bouge moins. Et encore, super sage-femme. Isa qui me dit, non, mais il faut y croire. Il faut y croire. On va faire des petits exercices. Tu vas parler à ton placenta et tu verras, il va remonter. Et j'ai quand même passé les derniers mois à faire la bougie 1 fois par jour en parlant à mon placenta. Donc je sais pas s'il y a eu réellement un résultat dessus, mais en tout cas, il faut y croire et ça a fonctionné. Il est remonté, j'ai pu accoucher chez moi. Et c'est très drôle parce que le deuxième accouchement, c'était justement un placenta recouvrant aussi. Et pareil, il est remonté juste assez pour qu'elle puisse accoucher chez elle. Et les accouchements se sont très bien passés pour moi comme pour elle. C'était le retour d'Isabelle derrière, avec très peu de saignements. Donc c'était de belles expériences pour la sage-femme aussi. Dans des situations qui, comme tu viens de dire, en fait, peuvent avoir un doute en milieu de grossesse, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris le temps de nous partager ta belle aventure et tout ce qui a englobé ta grossesse, ton accouchement et même ton postpartum. On espère que ton histoire aidera les femmes à faire le choix qui leur semble le plus juste pour elles. Car comme on le dit souvent et comme je l'ai déjà dit en début d'interview, le plus important est de se sentir en sécurité physique et émotionnelle pour accueillir la vie dans les meilleures conditions. J'ai aussi dit en début d'interview que c'est toi qui m'avais parlé des maisons de naissance en premier. À l'époque, j'avais écouté ça d'une oreille un petit peu distraite, mais c'est resté dans un coin de ma tête. Et quand 6 mois plus tard, je suis tombée à mon tour enceinte pour la première fois de ma vie, la première chose que j'ai fait, c'est de taper dans Google maison de naissance Castres. Et je suis tombée sur le site de Doumaya. C'était super abstrait, j'ai appelé et tout a été super simple, fluide et très évident. Je m'étais jamais renseignée, moi, avant ma grossesse, sur quoi que ce soit. C'est fou ce que j'ai traversé. J'ai compris au fil des mois que j'avais une chance exceptionnelle de vivre cette aventure dans les conditions aussi douces et respectueuses que celles que tu as pu décrire et que moi j'ai vécues en maison de naissance. Parce qu'à ce moment-là, il y avait que 7 maisons de naissance sur tout le territoire français. J'ai aussi compris que c'était un luxe de bénéficier de ce genre d'accompagnement, d'avoir des sages-femmes qui font de l'accompagnement global et en qui, comme toi, j'ai pu déposer toute ma confiance pour vivre chaque étape de la manière la plus paisible. Alors du coup, je souhaitais aujourd'hui profiter de cette interview pour te remercier du fond du cœur d'avoir planté cette graine dans ma tête. Elle a tout changé et je peux dire aujourd'hui que c'est grâce à toi en partie que ce podcast existe. À mon tour, j'essaie comme toi de semer des petites graines pour le respect des envies et des choix des femmes et pour une évolution de la prise en charge et aussi des droits concernant la grossesse, l'accouchement et le postpartum sur tout le territoire français. En tout cas, merci aussi à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous écoutent aussi depuis maintenant bien longtemps. On espère que ce nouveau récit vous aura plu et comme d'habitude,
pensez à le partager autour de vous, à mettre un like ou à republier les stories. Écrivez-nous aussi un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, ça augmente notre visibilité. Parce que c'est bien de ça qu'ont besoin les maisons de naissance aujourd'hui. C'est de se faire entendre et de se faire connaître. Tout comme toutes les pratiques d'accouchement, comme celle que tu nous as partagée aujourd'hui avec l'accouchement à domicile. Au revoir Sophie et encore merci. Merci Julie. Je suis très émue par cette conclusion. Merci beaucoup et merci les filles pour ce que vous faites. Ça vaut la peine d'exister, vraiment. C'est hyper chouette qu'il y ait une possibilité d'expression à ce niveau-là et de faire découvrir d'autres façons de faire et la possibilité de le faire justement, de se rendre compte que c'est possible et d'accumuler des informations et des témoignages sur ce sujet-là. Merci. Merci. Ça me touche en retour. Merci Sophie et au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.